Bonjour aux abonnés du Courrier de l'Atlas. Merci au Courrier de l'Atlas de m'avoir invité pour que je puisse m'adresser à vous. L'idée est vraiment de partager quelques points de vue sur des questions qu'on m'a adressées. Le Conseil économique, social et environnemental est une institution constitutionnelle, donc reconnue par la Constitution comme un espace où la démocratie participative s'exprime et donc nous représentons la société civile organisée. Il y a 5 catégories qui siègent au Conseil. La première catégorie, c'est une catégorie ce qu'on appelle les experts qui vont apporter leur expertise dans les domaines économiques, social, environnemental. Ils sont 24. Nous avons une catégorie qui représente les syndicats, ils sont 24. Une catégorie qui représente les organisations professionnelles, ils sont 24. Et nous avons aussi une catégorie qui en fait représente les associations de la société civile, et ils sont 16. Et enfin, une dernière catégorie qui représente les institutions du pays qui, on a pensé, devraient siéger au Conseil. Par exemple, la Banque du Maroc, par exemple, je dirais le Haut Commissariat au Plan et d'autres. Et donc, le Conseil se réunit d'une manière régulière et travaille soit sur la base de saisines, donc ce sont des sujets importants que le gouvernement, que les parlements avec ces 2 chambres pensent qu'il est important d'en saisir le Conseil, ou bien sur la base d'autosaisine, donc c'est des sujets que le Conseil décide lui-même d'aborder parce qu'on pense qu'elles vont avoir un impact important sur la vie du citoyen, parce que tout part, et c'est un peu notre ADN, de l'intérêt du citoyen, et bien sûr que ce soit dans les domaines, comme je l'ai dit, économique, social ou environnemental. Ce qui est aussi important à comprendre, c'est que le Conseil n'est pas une institution politique. Le Conseil travaille avec toutes ses composantes pour arriver à un consensus, puisque nos rapports sont votés en Assemblée générale sur des sujets et donc importants, et donc nous faisons des recommandations, parce que nous ne sommes pas non plus l'exécutif ou le législatif, donc nous faisons des recommandations soit au gouvernement, soit au Parlement, pour qu'ils puissent implémenter les recommandations que nous faisons. C'est une question qui se pose dans le quotidien. Nous, comme je l'ai expliqué, nous essayons de mobiliser notre intelligence collective. Nous faisons aussi d'ailleurs beaucoup d'auditions. C'est un peu la façon dont on travaille pour élaborer nos rapports. Donc là, les auditions, on auditionne que ce soit des experts, que ce soit des organisations je dirais indépendantes, que ce soit des ministères, des responsables politiques, de l'expertise nationale, internationale. Nous faisons aussi toute une série de benchmarks avec d'autres pays. Et donc, pour arriver après débat, après que nous utilisions notre intelligence collective, comme je l'ai dit, que chacun apporte sa sensibilité au débat, nous arrivons à la fin à des recommandations qui, nous l'espérons toujours, vont être appliquées. Parce que nous n'avons pas un pouvoir d'exécution. Par contre, en tant qu'institution constitutionnelle indépendante, nous pensons que nous représentons la voix de la société civile, la voix du citoyen. Et donc, c'est ensuite à l'exécutif et au législatif de prendre en compte nos recommandations ou pas. Alors, ce qu'on constate, c'est que certaines recommandations sont prises, parfois même peut-être pas tout de suite. Par exemple, on fait des propositions sur un projet de loi sur les partenariats publics-privés. La première mouture de la loi ne prenait pas en compte nos recommandations, et quelques années plus tard, une nouvelle mouture qui prend pratiquement toutes nos recommandations en considération, notre rapport sur la fiscalité, où beaucoup de recommandations ont été prises en compte, et bien d'autres. Mais, en tant que président, je pense que nous ne sommes pas encore là où on devrait être. Si vous voulez, j'estime qu'il n'y a pas suffisamment de recommandations qui sont prises en compte. Et donc, ça fait partie aussi de mon travail, c'est d'essayer de convaincre
les différents décideurs de donner plus de prééminence aux recommandations qui viendraient du Conseil. Je pense que d'abord, il faut placer ce phénomène de la migration dans un contexte beaucoup plus global. Le Maroc est par sa position, un pays, si vous voulez, d'immigration. Il y a des différentes personnes de pays d'Afrique ou même du Moyen-Orient qui veulent venir s'installer au Maroc. Est un pays de transit, puisque beaucoup de migrants africains veulent aller en Europe et passent par le Maroc. Et c'est aussi un pays d'émigration, puisque nous avons une forte diaspora marocaine qui est installée dans différents pays au monde, notamment en Europe. Et le CESE, bien sûr, s'est intéressé à ces trois phénomènes, que ce soit l'immigration, le transit ou la migration, dans deux rapports. L'un des rapports, c'était la migration et le marché du travail. L'autre, c'était l'intégration du Maroc en Afrique. Et nous avons fait plusieurs recommandations. Mais indépendamment de ces recommandations, je voudrais, je crois, mettre en lumière les points suivants. Première des choses, nous avons, nous, en tant que Marocains, un devoir, et ça a été même porté par la plus haute instance ou la plus haute autorité de ce pays, qui est Sa Majesté le Roi, en disant ces migrants qui viennent au Maroc, soit parce qu'ils sont en transit, soit parce qu'ils veulent s'installer au Maroc, doivent bénéficier de droits humains absolument garantis sur terre marocaine. C'est un peu l'hospitalité marocaine. Et donc, nous avons fait 2 vagues de légalisation déjà dans le passé. Nous avons offert aux migrants qui voulaient s'installer au Maroc la possibilité de le faire. On a eu des dizaines de milliers de légalisations, de permis de séjour. Et quand vous avez un permis de séjour, vous pouvez accéder d'abord, je dirais, à l'école pour vos enfants. Et je pense que ça, c'est un droit absolument important et qu'il faut l'assurer. Vous avez aussi droit à une formation et l'accès au marché de l'emploi. Alors bien sûr, nous connaissons tous les problèmes par rapport au chômage qui existe au Maroc. Nous n'avons pas des centaines de milliers d'emplois que nous pouvons offrir malheureusement, mais certains arrivent à s'intégrer, notamment dans les provinces du sud, vers Dakhla et même dans d'autres régions du Maroc, sur tout le territoire marocain. Maintenant, l'autre volet, c'est le volet du transit et de la migration illégale. Nous avons, nous, pris des engagements avec l'Union européenne, en tant que partenaire du côté sud de la Méditerranée, d'empêcher la migration illégale. Et je crois que le Maroc fournit des efforts très importants dans ce domaine, parfois reconnus, parfois pas assez reconnus à mon goût. Je disais souvent aux parlementaires européens quand j'étais à Bruxelles, c'est pas parce que vous ne voyez pas en première page un grand titre sur la migration illégale au côté sud de la Méditerranée, comme vous la voyez à l'est de l'Europe, vous ne la voyez pas parce que le Maroc fait le job, fait le travail. Et donc, nous le faisons, bien sûr, en respectant la dignité de ces gens qui veulent accéder à l'Europe, mais d'une manière illégale. Troisième volet, c'est le volet de l'émigration. Et je crois que là, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Nous avons une diaspora marocaine, 4 millions, c'est un peu le chiffre moyen que nous avons. Nous en sommes très fiers. Nous avons des gens qui sont dans des institutions extrêmement prestigieuses, d'autres qui travaillent dans des entreprises, dans des services publics. Nous avons des ministres binationaux, nous avons des députés binationaux. Donc les Marocains font un excellent travail de représentation et s'assument pleinement dans ces pays-là. Maintenant, je pense que nous, le Maroc, on devrait faire plus pour pouvoir profiter de cette richesse de la diaspora. Par exemple, pouvoir faire de la recherche, de l'innovation dans des cercles où on intégrerait des chercheurs marocains et des chercheurs à l'étranger. Nous devrions permettre des visiting professors qui viendraient, qui sont par exemple à l'EPFL, qui viendraient au Maroc passer un semestre ou un trimestre pour enseigner certaines choses. Nous devrions faciliter plus l'investissement économique de cette diaspora, vraiment le culturel aussi. Et donc, si vous voulez, il faut qu'il y ait des échanges des deux côtés
entre le Maroc et cette diaspora marocaine qui, à mon avis, est un atout extraordinaire pour le Maroc. Et je le dis encore, que malheureusement, nous n'utilisons pas assez, et donc il faudrait faciliter tout cela. Maintenant, il faut aussi s'assurer que cette diaspora a les conditions nécessaires, adéquates, pour garder ce lien avec le Maroc. Je pensais notamment à tout ce qui est administratif, et donc la dématérialisation je dirais de nos formalités administratives doit être accélérée et présente au Maroc, mais aussi à l'étranger, qu'on ne demande pas à quelqu'un qui habite dans une ville de province de se déplacer en capitale pour essayer de récupérer un passeport ou un acte de naissance, un extrait d'acte de naissance ou autre. Tout cela doit être dématérialisé. Et le volet qui est le plus important, bien sûr, c'est d'appliquer la Constitution, la participation à la vie politique du pays. Je dirais c'est de l'expression de la citoyenneté, doit absolument devenir effective. Et donc je pense au droit de vote, qui est absolument assuré par la Constitution, et même et aux candidatures de personnes de diaspora qui voudraient demain devenir parlementaires et siéger au Parlement marocain. Voilà, je pense que, si vous voulez, la diaspora marocaine doit être regardée comme une véritable opportunité, comme un véritable atout pour le Maroc, et qui peut, surtout dans l'avenir, jouer un rôle beaucoup plus prépondérant. Et je peux le dire, puisque, si vous voulez, c'est officiel, je siège dans la commission spéciale pour le nouveau modèle de développement que Sa Majesté a mise en place, et il en a nommé les membres. Et je peux vous dire que dans cette commission, nous avons plusieurs membres qui représentent la diaspora marocaine, des gens absolument brillants qui se trouvent en Suisse, qui se trouvent en France, en Corée et dans d'autres pays. Et je crois qu'ils nous apportent, je dirais, une lecture, ils nous apportent des idées qui émanent de leur quotidien de tous les jours que peut-être nous, on n'aurait pas vu. Nous sommes effectivement intéressés au nouveau modèle de développement en faisant une autosaisine. Nous avons, dans ce processus, écouté beaucoup d'experts nationaux, mais aussi des experts internationaux. Nous avons écouté des responsables gouvernementaux, la société civile, et nous sommes arrivés à la conclusion que le Maroc avait déjà fait un bon bout de chemin. Si vous voulez, le modèle actuel a donné des résultats. Il est arrivé, c'est vrai, il est à bout de souffle, mais il a donné quand même beaucoup de résultats, beaucoup d'acquis. Regardez les infrastructures au Maroc, regardez le système bancaire, regardez le taux de pauvreté qui a beaucoup diminué. Pas encore suffisamment, mais qui a beaucoup diminué. Et donc, nous avons des acquis, nous avons des atouts. Nos atouts, notre position géographique, notre culture, l'ouverture au monde, la diaspora marocaine, hein, c'est vraiment un vrai atout. Et donc tout cela nous a amené à dire que le Maroc pouvait avoir une ambition de créer un nouveau modèle qui assure une croissance forte, croissance économique forte, parce que tant qu'on n'a pas de croissance économique, ben c'est difficile de faire sortir les gens de la pauvreté, de faire plus. Donc une croissance économique forte, cette croissance doit être portée par des individus qui ont été capacités, qui ont été autonomisés, qui, je dirais, ont des droits. Donc l'égalité des droits dans un nouveau modèle est absolument importante. L'égalité des chances est absolument importante. Mais tout ceci, bien sûr, cette croissance doit avoir un côté durable, je dirais, embedded, un côté durable qui est porté par qui est une croissance, qui est porté par la croissance. Ce modèle doit assurer ou doit nous permettre de construire une société solidaire et où l'individu est au centre de tout. C'est ce que moi j'ai appelé le citoyen anonyme. Donc un nouveau modèle centré autour du citoyen qui permet d'autonomiser le citoyen, qui permet de lui donner de la capacité pour que demain il puisse
créer son entreprise, il puisse aller faire une carrière brillante dans une autre, qui lui permette de sortir de la pauvreté, de se prendre en main, sans exclu. Donc, il faut que l'égalité des chances soit là, il faut que la femme joue un rôle primordial, le monde rural soit aussi intégré. Et donc, tout cela, une fois qu'on a défini l'ambition, on s'est dit, mais qu'est-ce qui empêche justement aujourd'hui le Maroc d'atteindre cette ambition? Et nous avons trouvé 6 faiblesses. Première faiblesse qui était évidente, c'est que malheureusement, nous ne faisons pas assez pour le citoyen. Donc le citoyen n'a pas cette capacitation nécessaire pour jouer ce rôle qui est un rôle moteur aujourd'hui. Deuxième des faiblesses que nous avons trouvées, c'est que l'entrepreneur, cette fois-ci, lui aussi a beaucoup de contraintes pour créer une entreprise, pour développer son entreprise, etc. Troisième faiblesse, c'est l'économie de rente, malheureusement, et c'est lié un peu à la deuxième faiblesse structurelle, mais l'économie de rente est là. Il y a des privilèges qui sont donnés à certains, et parfois sans qu'on comprenne pourquoi, et donc les privilégiés font que d'autres ne peuvent pas rentrer dans ces segments de l'économie, d'autres, il ne peut pas y avoir d'innovation, etc. Quatrième raison, c'est que malheureusement, la femme ne joue pas le rôle qu'elle devrait jouer dans toute société moderne en développement. Juste pour vous donner un chiffre qui me fait peur, le taux d'activité féminin au Maroc est de l'ordre de 27%. Ce n'est pas possible de développer un pays si vous avez la moitié de sa population qui est en marge, si vous voulez, du développement. Cinquième raison, c'est le monde rural qui reste assez isolé, donc pas assez connecté, qui ne contribue pas assez lui-même au développement. Et dernière faiblesse, c'est la gouvernance des politiques publiques. Parfois, on ne sait pas qui fait quoi, les politiques publiques ne sont pas évaluées comme il faut, il n'y a pas de co-construction avec le citoyen, et donc tout cela doit changer. Et c'est pour ça que ce que nous proposons au niveau du modèle, on dit qu'il faut 9 grands choix. 4 grands choix sont là pour libérer les énergies. Il faut libérer les énergies du Maroc. Alors, c'est quoi les 4 grands choix? Premièrement, et je crois que c'est sans surprise, le système éducatif. Il faut absolument que le système éducatif marocain retrouve, ou je dirais gagne en excellence, devienne cet ascenseur social qui était présent dans les années 70, dans les années 80 au Maroc, et donc permettre aux individus d'apprendre, de maîtriser les compétences dont il aura besoin demain, d'accord, et donc de s'affirmer en tant qu'individu à part entière. Deuxième choix, c'est les autres services publics. Et on aurait pu les grouper, mais on a voulu vraiment mettre l'éducation toute seule comme choix numéro 1. Choix numéro 2, les autres services publics. Donc là, on parle de la santé principalement, on parle du transport, on peut parler de la justice, d'autres services où il faut là aussi, il faut qu'il y ait une amélioration sensible de ces services-là. Imaginez quand vous avez une famille de la classe moyenne au Maroc aujourd'hui, si jamais elle a 2 enfants, elle doit mettre ses 2 enfants dans l'école privée parce qu'elle ne croit plus, je citerai, au système public. Donc ça fait 2 fois des mensualités pour la scolarisation à payer. De plus, elle a des problèmes de santé, et bien c'est pas la couverture qu'elle a qui pourra lui rembourser tous ses frais. On dépense à peu près 60 milliards de dirhams au Maroc en frais de santé, 53% viennent de la poche des gens. Donc, si vous voulez, au moins la moitié de ce que cette famille va dépenser en frais, si elle est couverte, si elle a une couverture médicale, on peut penser qu'elle peut l'avoir, vont être couvertes par ses propres deniers. Troisième point, cette famille, l'homme et la femme travaillent, c'est ce qu'on voudrait, et donc ils vont avoir besoin de 2 voitures, 2 cartes grises, 2 vignettes, 2 assurances, etc. pour aller sur le lieu de travail parce que le transport n'est pas développé. Et donc, cette idée de service public est absolument importante parce que sinon, on est dans un phénomène de double taxation. Les gens payent leurs impôts, mais ensuite, ils doivent repayer pour la scolarité et pour la santé. Donc, troisième sujet qui nous semble très important, c'est en finir avec l'économie de rente. Donc, on est toujours dans cette idée de libérer les énergies.
Et quatrième choix sous ce chapeau-là, c'est une transformation structurelle de l'économie marocaine, donc aller vers plus des secteurs moins protégés, aller vers gagner plus en compétitivité, aller vers des secteurs d'avenir demain sur le numérique et autres. Les deux autres choix suivants ont trait avec, si vous voulez, l'égalité, ou inclure aujourd'hui ceux qui sont exclus. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour la femme? Donc, choix numéro 5, c'est intégrer, s'assurer que la femme est autonome, qu'elle joue pleinement son rôle dans le développement. Choix numéro 6, c'est le monde rural, donc connecter le monde rural, amener les services qu'il faut, les services publics au monde rural. Alors bien sûr, on ne pourra pas les emmener dans tous les petits douars, mais il peut y avoir des chefs-lieux où on amène, je dirais, les services publics. On peut aussi réfléchir à des solutions innovantes en télémédecine, par exemple, où on peut aller dans des endroits, ramener cette télémédecine avec quelqu'un qui est un infirmier de son propre douar, qui peut se connecter et avoir les informations qu'il faut d'un spécialiste qui, lui, se trouve à Casablanca, Rabat. Les deux, donc ça fait 6. Deux autres choix ont lieu avec ce qu'on appelle la solidarité. Alors la solidarité, je dirais, générationnelle et intergénérationnelle. Alors solidarité générationnelle, c'est la couverture sociale. Aujourd'hui, très peu de gens, malheureusement, sont couverts. Pour vous donner un chiffre, nous pensons que seulement 2/3 ont la couverture médicale, 2/3 des Marocains ont une couverture médicale, sachant qu'un tiers, c'est le RAMED, d'accord, avec tous les problèmes que pose le RAMED aujourd'hui, et un tiers seulement ont la retraite. Donc nous pensons qu'il faut absolument généraliser. Alors on ne peut pas le faire tout de suite, ça peut se faire progressivement. D'ailleurs, Sa Majesté, dans son dernier discours, a dit qu'il fallait généraliser la protection, la protection sociale. Il a dit qu'il faut le faire sur 5 ans. Donc c'est un peu ce que nous avions dit aussi au CESE. Il faut généraliser cette couverture sociale. Choix numéro 8, c'est la solidarité intergénérationnelle. Il faut absolument s'assurer que notre croissance est une croissance durable. Nous avons aujourd'hui de véritables problématiques au niveau de l'utilisation de l'eau. Le Maroc est aujourd'hui rentré en pénurie d'eau. Nous sommes à peu près à 600 mètres cubes par habitant et par an. Le niveau reconnu par les experts quand ils parlent de pénurie d'eau, c'est 1000 mètres cubes par habitant et par an. Et donc, comment on gère dans l'avenir l'eau, aussi bien dans les secteurs traditionnels, dans l'agriculture, dans le tourisme, dans l'industrie, mais aussi l'eau, si vous voulez, la demande par le citoyen qui lui aussi doit utiliser l'eau d'une manière parcimonieuse, les espaces verts, les golfs, tout cela doit absolument être bien géré et avoir une stratégie de l'eau claire, même, je dirais, au niveau du chef de gouvernement. Il faut qu'il y ait des arbitrages qui soient faits au niveau du chef de gouvernement. Maintenant, il y a aussi, heureusement, beaucoup de choses qu'on peut faire sur l'offre. Le meilleur exemple, alors on peut l'utilisation des eaux usées, on peut utiliser demain du transfert d'eau entre bassins excédentaires, déficitaires, bien que pratiquement on n'a plus de bassins vraiment excédentaires, mais surtout le dessalement de l'eau de mer. Heureusement que le Maroc est bordé de l'Atlantique d'un côté et de la Méditerranée de l'autre, et donc nous avons cette possibilité, avec des technologies aujourd'hui qui sont en train d'évoluer, on peut très bien prévoir d'avoir de l'énergie solaire qui commence à être à très bas coût, surtout quand on utilise du photovoltaïque, et donc utiliser cette énergie-là pour dessaler l'eau de mer. Dernier choix numéro 9, c'est la gouvernance des politiques publiques, et pour nous, c'est une condition sine qua non pour la réussite du nouveau modèle. On pourra implémenter les autres choix, mais si ce choix numéro 9 n'est pas pris en compte, le nouveau modèle ne pourrait pas réussir. Merci pour votre attention.